La majorité considère les enseignants comme bienveillants, souhaitant le meilleur pour leurs élèves et leur entourage. Chaque jour, ils travaillent dur pour préparer les élèves au monde réel et les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes autant que possible, souvent sans recevoir de remerciements. Avec toute leur patience et leur empathie, il est difficile d'imaginer que quelqu'un veuille leur faire du mal. Mais dans ces cas particuliers, quelqu'un l'a fait. Rejoignez-nous pour la vidéo d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 affaires étranges impliquant des enseignants. Hannah Hupp a débuté comme enseignante peu après son diplôme de la Pennsylvania Seven Sisters School. En 2000, cet été, elle a déménagé à New York pour débuter son nouveau poste et a aussi fait du bénévolat en préparant son master. Jeune femme intelligente et ouverte, Hannah a grandi dans l'Oregon avec 2 parents pasteurs méthodistes. Sa mère, Barbara, parlait japonais couramment et a enseigné un temps au Japon, mais ses parents se sont séparés à l'adolescence de Hannah. Son père a ensuite quitté les États-Unis pour voyager, s'installant aux Philippines. Il n'est donc pas surprenant qu'à l'âge adulte, Hannah ait elle-même eu envie de voyager. Elle a visité le Ghana, le Japon, la Pologne et Porto Rico, entre autres endroits, lorsqu'elle avait le temps et l'argent pour voyager. En 2008, Hannah avait 23 ans et venait de commencer à travailler comme enseignante au collège Thurgood Marshall Academy à New York. Selon les témoignages, elle était appréciée de ses élèves et collègues. Elle était brillante, drôle et ponctuelle, donc c'était étrange lorsqu'elle ne s'est pas présentée en classe un jour d'août. On découvrit bientôt que Hannah était partie courir le matin du 27 août et n'était jamais revenue à son appartement. Faute de nouvelles, un avis de disparition a été déposé et une recherche en ville a débuté pour retrouver la jeune femme. Les journaux publiaient régulièrement des gros titres à propos de Hannah, tandis que les chaînes d'information locales parlaient de sa disparition tout au long de la journée. Les proches ont placardé des milliers de prospectus en ville pour demander de l'aide, mais personne ne l'avait vue. 10 jours se sont écoulés avant que la moindre nouvelle n'arrive. Les images de vidéosurveillance montraient Hannah, les cheveux attachés en queue de cheval et vêtue de sa tenue de course à l'échéant dans un magasin Apple. Elle s'est connectée à un de leurs ordinateurs avec son identifiant Apple. Peu après, un ancien camarade l'a reconnue et lui a dit qu'elle était portée disparue. Hannah aurait déclaré à l'homme qu'elle n'était pas elle. D'autres images l'ont montrée, 23 ans, prenant un café chez Starbucks puis allant à la salle de sport. Pourtant, elle a réussi à échapper à la police. Ce n'est que le 16 septembre que Hannah a finalement été retrouvée, lorsqu'un capitaine l'a aperçue flottant face contre l'eau dans le port de New York. 2 employés du ferry l'ont aidée à sortir de l'eau. Heureusement, la jeune femme de 23 ans était vivante, mais nécessitait une hospitalisation immédiate en raison d'hypothermie, de déshydratation et de graves coups de soleil d'un côté du corps. Bien qu'Hannah soit assez en forme pour répondre, elle a été surprise d'apprendre sa disparition depuis 20 jours. Elle n'avait aucun souvenir des 3 semaines précédentes, disant à sa famille et à ses amis que la dernière chose dont elle se souvenait était d'être partie faire un jogging le matin du 27 août. Le New York Times a écrit en 2008 que la ville semblait simplement s'ouvrir et l'engloutir entièrement. Hannah a ensuite déclaré à la presse « Je suis passée d'une course à l'ambulance ». C'était comme si 10 minutes s'étaient écoulées, mais en réalité, c'était presque 3 semaines. Pendant sa période de rétablissement, Hannah a reçu un diagnostic de fugue dissociative, un état que Psychology Today décrit comme un état psychologique dans lequel une personne perd la conscience de son identité ou d'autres informations autobiographiques importantes et entreprend également une forme de déplacement inattendu. Il est à noter que cette condition est généralement déclenchée par une forme de traumatisme, mais Hannah a déclaré qu'il n'y avait rien dans son passé qui, selon elle, aurait pu provoquer un tel état. Cependant, elle a expliqué comment cette condition l'avait amenée à remettre en question toute son identité, déclarant au New York Times en 2009 « C'est étrange. Comment se sentir coupable de quelque chose qu'on ignorait avoir fait ?
Ce n'est pas votre faute, mais c'est tout de même lié à vous. Cela m'a poussé à tout reconsidérer. Qui étais-je avant? Qui étais-je? Cela fait-il partie de moi? Qui suis-je maintenant? En 2010, Hannah a quitté New York et a déménagé en Pennsylvanie. 3 ans plus tard, elle a déménagé dans le Maryland et a vécu un autre épisode de fugue dissociative qui a duré 2 jours. Revenue à elle-même, elle était assise dans un ruisseau, un chariot de course à ses côtés. La police avait averti sa mère que son sac à main et son téléphone avaient été découverts sur un sentier quelques jours plus tôt. Après avoir repris connaissance, Hannah a emprunté le téléphone d'un inconnu pour appeler sa mère afin qu'elle vienne la chercher. L'an d'après, Hannah a déménagé à Saint-Thomas et a commencé comme assistante d'enseignement. Elle habitait là-bas lors du passage de l'ouragan Irma, en septembre 2017, qui a gravement endommagé la maison de Hannah. Heureusement, elle-même allait bien. Un second ouragan arrivait. Entre le premier et le deuxième ouragan, les amis et colocataires de Hannah ont remarqué qu'elle semblait ailleurs et presque en transe. Le 14 septembre, elle a laissé un mot à ses colocataires pour dire qu'elle allait nager avant le travail. Mais Hannah n'est jamais arrivée à l'école où elle enseignait, ni rentrée chez elle. Le lendemain matin, on a retrouvé ses clés de voiture et ses vêtements pliés, dont une robe d'été, des sandales et un sarong sur une plage locale. Sa voiture, proche et déverrouillée, contenait son portefeuille, téléphone et passeport. Ses amis l'ont cherché, la police interrogeait les équipages et fouillait refuges, hôpitaux et morgues, mais l'arrivée imminente de l'ouragan Maria a rapidement interrompu les recherches. Bien que la noyade de Hannah ait été évoquée, il est rare que son corps n'ait pas été retrouvé, car les corps sont généralement rejetés rapidement sur le rivage selon les autorités et habitants. Ses amis sont aussi allés à la morgue examiner 10 corps non identifiés après l'ouragan Maria, mais aucun n'était Hannah. Sa mère est ensuite retournée sur l'île et a travaillé avec la Croix-Rouge en échange d'un lit, mais elle n'a pas eu de chance pour retrouver sa fille. Il est possible que les restes d'Hannah aient été emportés dans le chaos dévastateur de l'ouragan, mais en 2024, l'affaire n'est toujours pas résolue. Hannah a été aperçue pour la dernière fois à Saint-Thomas le 14 septembre 2017. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Elle mesure 1,70 m et pesait environ 54 kg lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Si elle vit encore, elle aura 39 ans. Toute personne ayant des informations sur Hannah peut contacter le département de police des îles Vierges au 347 100 25 605 5605. Mégane Morand. Mégane Morand, 42 ans, était décrite par son frère Pierre Naples comme toujours souriante. Quand il lui a écrit le soir du 26 mars 2022, elle a dit qu'elle était au Red Lion Inn à Stockbridge, Massachusetts. Elle prenait simplement une pause, se rappelle Pierre, pour se reposer et se détendre. Pierre était loin de se douter que ce serait la dernière fois qu'il aurait des nouvelles de sa petite sœur. Mégane a commencé à enseigner dans sa vingtaine, comme sa mère et celle de Pierre. En plus d'avoir un don pour toucher ses élèves, Mégane était poétesse, pianiste, écologiste passionnée et randonneuse assidue. Malgré l'affection de ses élèves et collègues, Mégane avait récemment rencontré des difficultés professionnelles. Un collègue a confié à Deadline que la pression sur les enseignants est aujourd'hui bien plus forte qu'il y a 20 ans quand Mégane a débuté. La collègue, Ruth Ross, a fait remarquer qu'elle voulait enseigner le changement climatique. Plusieurs parents s'opposaient à ce qu'elle le fasse. Ruth a précisé que sa dernière conversation avec Mégane remontait au 24 mars 2022 où elles ont évoqué le congé personnel payé de Mégane jusqu'à la fin du semestre. Au moment de sa disparition, elle travaillait au lycée Shaker à Latham dans l'État de New York et elle a dit à Ruth qu'elle avait quelques problèmes à l'école et qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle. Ruth se rappelle, quelque chose l'a contrariée à l'école lié à un collègue. Bien que les médias aient enquêté sur les raisons exactes pour lesquelles Mégane prenait un congé, la réponse reste à ce jour inconnue. Quand les autorités ont enquêté sur la disparition de Mégane, elles ont découvert que le 24 mars, elle s'était enregistrée au Red Lion Inn et prévoyait de partir le 30. Son frère lui a parlé le 26, mais s'est inquiété de son absence de nouvelles les jours suivants.
Tellement inquiet, il a appelé le motel pour demander si sa sœur allait bien. Le personnel a indiqué que le lit de Meghan était fait et ses affaires dans sa chambre, mais aucune trace de la femme de 42 ans. Pierre et la famille de Meghan ont aussitôt signalé sa disparition. Quelques jours plus tard, la Subaru noire 2017 de Meghan a été retrouvée sur Church Street, dans le parc Long Cope, un sentier boisé à South Lee, Massachusetts. Un résident inquiet avait repéré la voiture plusieurs jours auparavant et avait fait part de ses préoccupations à la police lorsqu'elle était restée là, sans bouger. Des policiers, accompagnés de soldats de l'État, de pompiers et d'une équipe civile de recherche et de sauvetage, ont ensuite fouillé la zone à la recherche du moindre signe de Meghan, mais ils n'ont rien trouvé. Interrogé sur ce qui était arrivé à sa sœur, Pierre, qui avait participé aux recherches, a dit qu'il pensait qu'elle était probablement allée voir le sentier et comptait revenir à sa voiture avant la randonnée. Il a dit qu'elle vérifiait toujours que la voiture était verrouillée avant de partir en randonnée, mais qu'elle était déverrouillée. Il a aussi dit à Dateline que ses chaussures de randonnée étaient restées dans le véhicule, ce qui était étrange. Quelques mois après la disparition de Meghan en août 2022, un autre randonneur a découvert son ordinateur portable dans le parc Long Cope, près d'un ruisseau. Peu de temps après, l'équipe de recherche et de sauvetage des montagnes du Berkshire a retrouvé son téléphone portable à environ 20 mètres de là. Malgré ces nouvelles preuves, la femme de 42 ans restait introuvable. Ce n'est qu'après un mois supplémentaire que la famille de Meghan a reçu la nouvelle qu'elle redoutait le plus. Des restes ont été trouvés près du parc Longcoat. Un randonneur était tombé sur un crâne à environ un demi-mile à l'extérieur du parc le 1er septembre. Et d'autres restes épars, ainsi que des fragments de vêtements, ont été découverts peu de temps après. L'identification a été rapide grâce au dossier dentaire et la nouvelle a été annoncée en décembre 2022. La décomposition a empêché d'établir la cause du décès, mais les enquêteurs n'ont relevé aucun traumatisme pré-mortem ni indice de jeu déloyal. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Meghan pouvait avoir été dans un état avancé d'hypothermie avant de mourir. Mais les amis et la famille ont également été alarmés lorsqu'ils ont appris par Chris Hedges, un journaliste et ami de Meghan, qu'elle était harcelée par un collègue après avoir refusé une relation sexuelle. Selon Hedges, Meghan s'était confiée à des amis en disant qu'elle s'était cachée pour échapper à un homme qui l'avait brutalement harcelée et intimidée parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Elle a dit qu'elle avait trop peur de rester chez elle, surtout quand il passait en voiture devant sa maison. En conséquence, elle avait pris un congé du travail et avait choisi de séjourner temporairement dans un motel où elle espérait qu'il ne la trouverait pas. En mai 2024, cependant, la police a révélé que l'homme en question, dont le nom n'a pas été rendu public, avait un alibi solide pour le week-end de la disparition de Meghan. L'alibi du collègue était d'avoir travaillé tard vendredi, présenté son projet de master samedi, puis passé la matinée de dimanche chez lui avant la répétition de son groupe l'après-midi. Il a pris un repas à emporter pour dîner avec sa femme et ses 2 enfants. Certains rapports affirment que Meghan a accusé un collègue de harcèlement sexuel, mais l'école n'a rien trouvé pour étayer ces accusations. Cependant, ils ont instauré des règles pour garder une distance. Bien que les forces de l'ordre pensent qu'il n'y a eu aucun acte criminel dans cette affaire, Peter et sa famille débattent encore de ce qui est réellement arrivé à Meghan le jour de sa disparition. Il a souligné qu'il était étrange que lui, sa famille et la police soient passés si près de l'ordinateur portable et du téléphone, ayant fouillé la zone plusieurs fois sans jamais les trouver. Ne pas retrouver son ordinateur portable et son téléphone sur un sol nu sans neige ni végétation, puis les retrouver 6 mois plus tard, en août. Pierre a noté avec incrédulité que tout avait déjà repoussé. « J'ai parcouru tout ce ruisseau, comme d'autres membres de ma famille. Des bénévoles ont exploré tout le ruisseau et pour nous, aucun ordinateur portable ni téléphone. » À noter aussi, le système de positionnement global du téléphone de Meghan a émis 3 signaux plus tard le jour de sa disparition sur une propriété privée en face du parc Longcoat. On ignore si les propriétaires ont été interrogés ou si la présence de Meghan sur la propriété a été confirmée. La police, de son côté, a expliqué que la localisation système de positionnement global n'était pas une science exacte. Bien que des questions subsistent dans cette affaire, il n'est pas certain que nous saurons un jour ce qui est réellement arrivé à Meghan lorsqu'elle a disparu en mars 2022. Paige Rinkowski.
Paige Renkowski, 30 ans, aide préscolaire et étudiante, a été vue pour la dernière fois le 24 mai 1990 après avoir déposé sa mère à l'aéroport métropolitain de Détroit. Elle a ensuite vu une amie à Canton Township et, selon sa sœur Michelle, comptait aller au match de softball de son fiancé Steve, mais n'y est jamais arrivée. Elle a déjà été vue, pour la dernière fois, arrêtée sur la bande d'urgence de l'Interstate 96 à un demi-mile de la sortie Fowlerville, Michigan, vers 15h30 cet après-midi. Des témoins ont vu Paige parler avec 2 hommes afro-américains qui se tenaient à côté d'une mini-fourgonnette de couleur marron ou bordeaux et ont rappelé qu'elle semblait contrariée. L'un des hommes a posé sa main sur son épaule, sans doute pour le réconforter. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Paige. Un conducteur ayant vu Paige avec 2 hommes l'après-midi s'est inquiété en repassant au même endroit 4 heures plus tard, à 19h30, constatant que sa Oldsmobile Cutlass Calais argentée de 1986 était toujours là. Le conducteur a prévenu les autorités qui ont découvert l'Oldsmobile de Paige abandonnée sur place. Les clés étaient sur le contact, phares et radio allumés, portière déverrouillée, moteur au ralenti. Le sac à main, le portefeuille et les chaussures de Paige ont été retrouvés dans le véhicule, ainsi qu'une bouteille de bière ouverte achetée entre 14h30 et 14h45, dans un magasin à l'ouest de l'I-275 à Canton. Frustrant, le véhicule n'a pas été traité en scène de crime car l'agent l'a seulement vu comme abandonné, entraînant son remorquage. Lorsqu'il a été examiné plus tard, la police a pu récupérer des empreintes digitales et des empreintes de paume, bien qu'aucune correspondance n'ait encore été trouvée pour l'une d'entre elles. Après que des témoins se sont manifestés, les enquêteurs ont eu du mal à comprendre pourquoi Paige parlait à ces hommes non identifiés et ignorait s'ils étaient liés à sa disparition, bien que ses proches pensaient qu'elle se serait arrêtée si elle les connaissait. À tout ce point de vue, la disparition de Paige est déconcertante. Elle avait récemment déposé une grosse somme sur son compte, jamais utilisée après sa disparition, et n'avait prévu aucun voyage, suggérant qu'elle n'est pas partie volontairement. La mère de Paige a informé la police que sa fille avait des difficultés avec son fiancé lorsqu'elle a disparu. On ignore la nature exacte de ces difficultés, mais la famille de Paige ne pensait pas qu'elle suffisait à la faire partir de la ville. Selon le Charlie Project, le fiancé a depuis été écarté comme suspect. De multiples théories ont émergé dans l'affaire Paige au fil des ans. Des enquêteurs amateurs ont suggéré que les hommes se faisaient passer pour des policiers, car à cette époque, dans cette même région, des usurpateurs de police tentaient bien fréquemment d'arrêter des automobilistes en leur montrant de fausses plaques. De même, il a été suggéré que les hommes ont percuté la voiture de Paige dans le but de la faire s'arrêter sous prétexte d'échanger des informations d'assurance. Cependant, il est important de noter que la voiture de Paige était intacte lors de son remorquage. C'est l'une des choses qui a laissé les gens, y compris les enquêteurs, perplexes. Pourquoi s'est-elle arrêtée sur la route? On ne sait pas encore si un lien existe entre les faux policiers et la disparition de Paige. En mai 2001, un détenu non identifié dans une prison du Michigan aurait été désigné comme suspect dans l'affaire de Paige. Le détenu était incarcéré pour un détournement de voiture survenu peu après la disparition de Paige. Après plusieurs entretiens, il a réussi un test au détecteur de mensonges. Il a ensuite été écarté de l'enquête. 8 ans plus tard, les enquêteurs ont annoncé aux médias avoir 6 suspects, dont un décédé en 1999. Cet individu avait une fourgonnette Bordeaux lors de la disparition de Paige. En 2024, ces suspects n'ont pas été nommés et aucune arrestation n'a encore été effectuée dans cette affaire. En mai 2011, la police a mené plusieurs recherches dans les cantons de Hundy et de Conway. Cependant, aucune trace de Paige n'a été trouvée. La mère de Paige était morte en 2017 sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa fille. L'affaire Paige reste non résolue. Vue pour la dernière fois le 24 mai 1990, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'Interstate 96 à un demi-mile de la sortie Fowlerville, Michigan, direction ouest. Paige est une femme blanche, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Elle mesure 1,68 m et pesait environ 57 kg au moment de sa disparition. Elle a plusieurs cicatrices, dont une sur la jambe droite et une à l'intérieur du bras droit. Une troisième cicatrice est déjà visible sur son coude droit. Son genou droit a été remplacé et elle a des vis chirurgicales dans le genou gauche. Lors de sa disparition, Paige portait un pull blanc à col en V à l'envers.
Un pantalon large en soie noire, à motif floral multicolore, un long collier de perles vertes et dorées et des boucles d'oreilles assorties. Si elle est toujours en vie, elle aura 64 ans. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Paige, vous pouvez contacter le département du shérif du comté de Livingston au 615 17546 240. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et spéculations, aimez la vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.